Bonsoir. Ça fait 3 mois que j'ai une chanson dans la tête. Et je pense que maintenant, je suis plus la seule. Ça fait surtout 3 mois que je me prépare à vous raconter une histoire. On entend beaucoup quand je respire, non? L'histoire du lien entre un labo d'astrophysique, jusque-là tout à fait anodin, une étoile qui s'appelle DGTOB et un rêve d'enfant. Et je vous promets qu'il y a un lien entre ces 3 éléments. Mais avant de vous raconter cette histoire, je suis obligée de vous parler de mon intention. Quand les orgas m'ont contactée, et je les remercie pour leur confiance d'ailleurs, et tout le boulot qu'ils font, on m'a dit « Oui, tu as fait un parcours en astrophysique, est-ce que tu peux nous en parler ?» Alors j'y ai réfléchi, parce que j'avais pas juste envie de vous raconter ma vie. Alors spoiler, en vrai, je vais le faire quand même. Mais je me suis dit que j'avais aussi envie de vous faire découvrir des choses. J'ai envie de vous faire voyager. Et comme je vais vous parler d'un rêve d'enfant, eh ben, j'ai envie de vous connecter à vos propres rêves à vous. Alors comment on va faire? Bien sûr, on va avoir notre fil conducteur, qui va être l'histoire de ce rêve. On va faire des zooms d'astro par moment. Ça, c'est pour que vous puissiez briller en société après. Et on va avoir des interactions. Vous allez pouvoir proposer des avis par moment. Je vais vous poser des petites questions aussi. Et pour ça, il y a un outil. Donc, je vous laisse vous connecter. C'est anonyme, ça ne vous demande rien. C'est vraiment juste pour l'interaction. Et donc, à chaque fois que vous verrez ce fond de slide en dégradé, eh ben, ça voudra dire qu'il y aura une interaction sur l'application. Donc, à chaque fois, vous êtes prévenus. Donc, appuyez pas sur valider quand ce n'est pas encore le moment, s'il vous plaît. Ok, maintenant qu'on a tout ça, j'ai envie de vous poser quelques questions avant de vous parler de cette histoire. Voir à peu près où on est, là, si on est proche des étoiles ou pas. Donc là, vous allez pouvoir cliquer justement sur l'application. Je ne sais pas si j'ai laissé assez de temps d'ailleurs. J'espère. Avec la première question, on démarre doucement, c'est la fin de la journée. Est-ce que vous savez ce qu'est l'étoile du berger? Vous savez, c'est ce truc qui brille très tôt dans le ciel l'été. C'est la première chose qu'on voit, qui brille très fort. Est-ce que c'est une étoile? Parce qu'au final, c'est logique. Est-ce que c'est plutôt une planète? Ou est-ce que c'est une galaxie carrément? Donc je vous laisse répondre, ça me permet de vérifier si tout fonctionne bien. Ok. On a pas mal de personnes qui ont la bonne réponse. On a 54% qui ont la bonne réponse. C'est une planète. C'est Vénus. Ok. Question un peu plus compliquée maintenant. Est-ce que vous savez où naissent les étoiles? Est-ce que c'est plutôt dans des trous noirs? Dans des nuages? N'importe où dans l'univers? Ou à Hollywood? Donc, normalement, vous avez la deuxième question qui s'affiche. Ok, c'est un peu plus mitigé. Mais vous êtes quand même une majorité à 2% à avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est dans les nuages. Dans les nuages moléculaires, pour être plus précise, même dans les nébuleuses. Mais c'était trop facile si je vous écrivais nébuleuse quand même. Pardon. Ok, du coup, dernière question. Est-ce que vous savez ce qu'on voit sur cette image? C'est une image assez connue. Est-ce que c'est le plus gros trou noir jamais observé? Est-ce que c'est un nuage, justement? Est-ce que c'est un mystère? En fait, on ne sait toujours pas ce que c'est et c'est pour ça qu'on voit beaucoup tourner cette image. Ou est-ce que c'est une tache sur un télescope? Ok, c'est très très mitigé.
Ok, vous êtes une majorité à penser que c'est un mystère et qu'on ne sait pas. Eh ben, j'ai une anecdote sur cette image, justement. C'est une image qui a été prise à la fin des années 90, et donc elle n'est pas non plus ultra récente. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais en astro, elle a repopé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook à l'époque. Et je voyais plein de commentaires. Tout le monde disait « Ouais, on ne sait pas ce que c'est révolutionnaire, etc. » Sauf que moi, c'est une des premières images que j'ai vues en cours. Du coup, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe derrière ?» Parce qu'on sait très bien ce qu'il y a. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est dans les longueurs d'onde du visible. Et je trouve que cette image, elle nous donne finalement un peu une leçon. C'est que parfois, on n'a pas toute la map. On n'a pas toutes les informations. Si je rajoute l'infrarouge, eh ben, vous voyez que ce n'est pas du tout vide, en fait. Il y a en effet un nuage moléculaire qui vient absorber la lumière, tout simplement. Donc cette image, elle me rappelle un peu ça, que parfois on n'a pas toutes les informations. Ok. Maintenant, on peut démarrer l'histoire. On va retourner un petit peu en arrière, parce qu'il y a une rencontre qui a été fondamentale dans ma vie. On retourne en 2006. C'est cadeau, la photo. J'avais à peu près 12 ans. Vous amusez pas à faire des calculs, j'ai 30 ans lundi prochain. Donc j'étais en 5e. Et visiblement, moi le week-end, j'ai envie d'être au collège. Hein, tout à fait banal. Et il y avait un événement en fait dans mon collège à ce moment-là, une rencontre sur les métiers, qui était pour les 3e, donc je n'étais absolument pas invitée, on est bien d'accord. Et j'étais assez curieuse, du coup je regarde la liste des métiers. Et là, il n'y a vraiment rien qui m'intéresse. Mais alors rien. Alors que j'ai l'impression que tout le monde commence déjà à avoir des idées. Et j'arrive à la toute fin de la liste. Et là je vois astrophysicien. J'ai rajouté l'inclusif. Alors, j'ai jamais vu ce mot, mais bon, je suis pas trop bête, je vois astro et physique dedans, Google, en effet, me confirme. Et à ce moment-là, j'avais déjà un truc avec l'univers, ça me plaisait beaucoup, en tout cas assez pour que j'appelle mon chat Étoile et l'autre Vénus. Il y avait peut-être un petit signe déjà. Et du coup, j'y vais, et je vais rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Berger. Gardez bien ce nom en tête, ça va être important. Et du coup, donc, il est astrophysicien, et il me dit qu'il travaille sur la naissance des soleils. Alors moi, j'ai 12 ans, je suis là, comment ça, il y a plusieurs soleils je suis perdue, donc sur un certain type d'étoiles. Là, il m'explique plein de choses, il me fait des petites démos, etc. C'est à mon tour d'avoir des étoiles dans les yeux. Du coup, je lui demande comment on fait pour devenir astrophysicien. Et là, il me dit, oh, faut faire un doctorat, puis quelques post-docs, donc à la base, c'est un bac plus 8, mais c'est plutôt un bac plus 12. Qu'est-ce que c'est qu'un bac plus 12 quand on a soi-même 12 ans? C'est plus grand que ma propre existence. Mais ça m'a pas du tout découragée. Moi, je me suis dit, c'est bon, je serai astrophysicienne. Mon rêve, il est là. Et j'y crois dur comme fer. Je sais pas du tout si à ce moment-là, les gens autour de moi me croyaient. Ça se trouve, personne n'y croyait, il y avait peut-être que moi. Et je pense que c'est important de se rappeler que parfois les autres gens vont pas croire en nos rêves. C'est pas grave si nous, on y croit. Et je vais m'accrocher à ce rêve. Donc je fais déjà donc, le collège, puis le lycée. Au lycée, je m'inscris au club d'astro. C'est génial, j'apprends, je fais un peu d'observation, en vrai très peu, on me fait surtout recalculer les trajectoires des planètes, c'est génial. Mais surtout, le prof qui tient le club d'astro, il nous dit qu'il a un ami qui est parti vivre au Chili pour travailler au VLT. Quand même le plus gros télescope. Et il peut nous le faire visiter en visio. Génial. Devinez qui je retrouve en visio. Eh oui, Monsieur Berger. Exactement, qui était parti vivre au Chili. Mais il ne sait pas que je suis dans la pièce. Donc pour l'anecdote, au milieu de l'observatoire, il y a juste une piscine que personne n'utilise parce que tout le monde travaille la nuit. Et ils dorment le jour. Voilà. Donc personne n'y va. Ok, donc je passe mon bac S. Et là, on commence déjà à me dire que quand même, l'astro, c'est pas facile. C'est pas sûr que j'arrive à l'atteindre, ce rêve. Donc je commence à me poser des questions, je dois faire un premier choix. Où est-ce que je vais après le bac? Du coup, je me dis que je vais sécuriser. On me dit que la prépa ferme aucune porte. Fort bien, la prépa. Ça, c'est ma tête. Le premier jour où je suis arrivée en prépa, à la première heure, quand on nous a demandé nos projets, que j'ai dit que je voulais faire de l'astrophysique, et qu'on m'a dit « ce n'est pas du tout ici ». Génial, moi j'ai déménagé pour ça. Je suis ravie.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais trouver un lien. J'utilise le projet du TIPE pendant 2 ans pour faire de l'astro. Donc je vais travailler sur les étoiles doubles. Pourquoi les étoiles doubles? Juste parce que c'est joli, voilà, soyons honnêtes. Donc là, on va faire notre premier zoom d'astro, pour que vous puissiez briller en société après. Donc les étoiles doubles, je pense que c'est assez clair, on a 2 étoiles qui tournent autour d'un centre gravité commun. Il y a plein de formes d'étoiles doubles, en vrai, il y en a aussi avec plein d'autres étoiles. Ok, jusque-là c'est simple. Et du coup, dans notre système binaire, parce qu'on l'appelle aussi comme ça, l'étoile normalement la plus massive, c'est celle qui va évoluer le plus rapidement. Donc sans faire un cours de stellaire, en général nos étoiles elles sont dans ce qu'on appelle leur séquence principale, et elles vont évoluer. Normalement, elles devraient évoluer en géante rouge avant l'autre qui est plus petite. Ça, c'est la théorie normale. Mais si vous commencez à voir un peu mon profil, moi, quand ça se passe normalement, c'est quand même pas très drôle. Du coup, je vais trouver des systèmes binaires qui nous font des trucs un peu bizarres. En fait, il y a des systèmes binaires, ça s'appelle le paradoxe d'Algol, où on observe que l'étoile la plus massive, en fait, c'est la plus jeune. Selon vous, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une hypothèse? Et donc là, je vous laisse retourner sur l'application. Est-ce que vous avez des propositions? Pourquoi on a l'inverse qui se crée? Alors, j'ai pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Elles font ce qu'elles veulent après tout. Elle est sur le point de mourir, non. J'ai pourquoi pas, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Alors, mettre juste une lettre, ça marche pas par contre. Ok, on parle d'attraction, on est déjà un peu plus proche. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Ah, on me dit une étoile qui aurait été éjectée d'un autre système. Intéressant. Il y a quelqu'un qui a dit « elle mange ». Eh bien, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a une étoile qui a donné de la matière à l'autre. C'est exactement ça. Elle s'est un petit peu fait manger, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes binaires semi-détachés. Ça, c'est juste l'info. Ce que vous voyez autour, en blanc, c'est ce qu'on appelle le lobe de Roche. Alors, c'est purement mathématique. Tout ce qui est à l'intérieur du lobe de Roche de l'étoile, c'est ce qui est gravitationnellement lié à elle. Okay, donc ça reste. Ce qui se passe, c'est que quand notre étoile, du coup la plus grande, qui évolue et sort de sa séquence principale, elle devient une géante rouge, elle va grossir et elle va atteindre son lobe de Roche. Quand elle le dépasse, on a de la matière qui n'est plus gravitationnellement liée. Et vous devez voir un point très particulier, qui s'appelle le point de Lagrange. C'est là où nos 2 lobes de Roche sont en contact entre les 2 étoiles. Donc dès que ça passe de l'autre côté, ça devient attiré par la seconde étoile. Donc quand elle atteint ce point-là, il va permettre de faire transférer de la matière. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe. On va avoir un disque d'accrétion autour de la seconde étoile. Elle va transférer de la masse. Ok, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je me suis dit? Parce que bon, c'est sûr que j'ai déjà fait de la physique en bac+1. Je me suis dit que je vais redémontrer ça. Tout simplement en allant les observer. Parce que ce qui se passe, c'est que notre système binaire, vu que ça tourne, on a des éclipses, donc on a une période. Et quand on va avoir ce transfert de masse, vu que les masses elles sont plus réparties de la même manière, ça va changer la période. Ne me redemandez pas le calcul, vous prenez la 3e loi de Kepler, et vous pouvez remonter au transfert de masse. Donc moi, je me suis dit, je vais choisir des systèmes binaires semi-détachés qui sont connus, je vais aller reprendre les datas du passé, j'observe aujourd'hui, je monte la différence de période, je remonte au transfert de masse. Facile. Ok? J'ai mon plan. Comment je vais faire maintenant? Il me faut un télescope, il me faut un lieu pour observer, et il me faut mes systèmes binaires. Je pense que j'avais un peu d'audace aussi. Je suis allée recontacter mon ancien lycée, donc le club d'astro, pour avoir un télescope. Ils m'ont dit, bien sûr. Non, en vrai, ils m'ont donné un lien avec un labo de Paris, qui eux m'ont dit, bah oui, pourquoi pas. Donc j'ai obtenu un Célestron C8. À cette époque-là, ça devait être à peu près 10 000 €. Moi, j'ai 0, donc la pression. Voilà. Mes cartes du ciel, je sais déjà les préparer parce que je les fais en club d'astro. Facile. Je trouve un lieu en Savoie pour observer 1 semaine. Ok, j'ai juste à aller observer.
j'ai pas de thunes, je viens d'avoir mon permis. Quand vous avez 10 000 € dans votre coffre, les dos d'âne, vous les regardez différemment. Mais je suis arrivée jusqu'en Savoie avec tout ça. Maintenant, je vais vous poser une question. Selon vous, comment elle s'est passée cette semaine d'observation? Est-ce que je n'ai... Alors là, vous pouvez mettre plusieurs réponses. Est-ce que je n'ai jamais réussi à mettre le télescope en station? Donc pour vous dire ce que signifie mettre le télescope en station, c'est que là, c'est des observations sur une nuit entière. Donc ça tourne. Donc il faut pouvoir compenser la rotation de la Terre. Donc le télescope, il a un moteur. Et donc il faut le calibrer sur différentes étoiles pour qu'il puisse suivre. Okay, ça va mettre en station. Est-ce que j'ai pas eu de chance et il y a eu des orages toute la nuit? Est-ce que quand j'ai fait ma carte du ciel, j'ai légèrement oublié qu'en Savoie, il y avait des montagnes? Est-ce que mon télescope n'était pas assez puissant? Ou au contraire, est-ce que c'était une belle réussite? On va voir les personnes qui croient en moi dans cette salle. À la moi du passé, en tout cas. Dites-vous que moi, j'y croyais. Hop, je regarde un peu vos réponses. Merci aux 27,5%. C'est gentil. Globalement, vous êtes beaucoup à croire que j'ai oublié les montagnes. Merci. Aussi. C'est peut-être vrai, hein, je sais pas. Bon, qu'est-ce que nous disent les photos? Il y a quand même un télescope. Ça, c'est mon petit frère qui venait me sauver, justement parce qu'il y avait des orages, en l'occurrence. En tout cas, le télescope était mis en station, pas de problème là-dessus. J'ai pas eu de chance, il y a eu pas mal d'orages, mais j'avais prévu plusieurs systèmes binaires à observer. J'avais un petit peu oublié les montagnes. Un petit peu. Je les avais pas ultra bien anticipés, mais j'avais plusieurs systèmes, donc j'en avais toujours un en liste. Le vrai problème que j'ai eu, c'est que mon télescope il était pas assez puissant. En fait, c'était du ciel profond, et je le savais pas. Et personne me l'a dit. Mais j'ai eu des très belles images de Saturne. Plus facile à observer. Magnifique. Est-ce que ça m'a découragée? Honnêtement, non. Parce que je pense que quand on veut suivre ses rêves, eh ben, parfois, on teste des choses et ça se passe pas exactement comme on voulait. Et c'est pas très grave parce que j'ai appris plein de choses. Je suis quand même allée taxer un télescope. Voilà. Ok. Fin du zoom, de ce premier zoom d'astro. J'arrive à la fin de la prépa et là, j'ai un nouveau choix. Et ouais, quand on veut suivre ses rêves, on a des choix et ils sont pas toujours faciles. Ça fait 2 ans qu'on me rabâche qu'il faut pas aller à la fac. Tous mes potes partent en école d'ingé. Mais moi, j'ai toujours mon rêve en tête. Le choix, il a été extrêmement compliqué. Mais je suis partie à la fac. Et là, j'ai eu enfin les vrais sujets. J'ai commencé à faire du plasma, des hautes énergies, du circumstellaire, de la physique quantique avancée. J'avais plus du tout de cerveau, mais j'étais très contente. Je ne vais pas vous raconter tout le master, on va aller directement en dernière année, justement quand j'ai commencé à travailler à l'IPAG. C'est le fameux labo. C'est l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. En vrai, c'est un labo qui est assez connu, même si Grenoble est une petite ville. Il n'a vraiment pas à rougir des autres. C'est un labo où il y a 7 équipes. Moi, j'ai d'abord travaillé dans l'équipe Sherpa, qui est sur les hautes énergies, puis dans l'équipe Odyssée, qui travaille sur la formation stellaire. L'IPAG, c'est connu notamment parce qu'ils ont découvert des exoplanètes. C'est ce qui fait que le labo tient. L'étude des disques aussi, protoplanétaires. Et un dernier sujet, moi qui m'intéresse, c'est les jets astrophysiques. Parce que c'est là-dessus que je travaillais. Et là, on va aller dans le deuxième zoom. Accrochez-vous. Il est un petit peu plus compliqué celui-là. Regardez cette magnifique image. Franchement, elle est splendide. Elle est splendide cette image. Qu'est-ce qu'on voit dessus? En fait, vous voyez une étoile qui est en train de se former. Donc, ce n'est pas encore une étoile, c'est un bébé étoile. Et vous la voyez par l'étoile, d'ailleurs. Hein. On n'est pas capable de les voir encore aujourd'hui. On n'a pas des télescopes assez puissants pour ça. Ce que vous voyez, c'est qu'elle est encore dans son nuage. On voit un peu que ça accrète. On ne voit même pas vraiment son disque d'accrétion. Par contre, ce que vous voyez très nettement, c'est 2 jets de matière. Et moi, je travaillais là-dessus. Ces jets de matière, ils sont observés pendant une étape de formation. Ils vont très loin, hein, on voit la taille quand même. Ils vont très très vite et ils ont un rôle dans la formation de l'étoile. Donc moi, je travaillais là-dessus. Mais là où je travaillais vraiment, c'est que si vous regardez bien sur l'image, vous voyez qu'il y a des sortes de petits nodules un peu. C'est des chocs de matière. Donc moi, je travaillais sur ces chocs de matière. Premier zoom.
Parce qu'il y a plusieurs types de chocs. Pour ma part, je travaillais sur les chocs de recollimation magnéto-hydrodynamique. C'est joli, hein? Je vous explique rapidement ce que c'est. Dans notre étoile, il y a énormément de champs magnétiques. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien, donc ça peut entraîner de la matière, ça peut faire des torsions magnétiques. Et du coup, on a un jet qui part, qui a toute cette partie magnétique dedans. Donc on a de la matière en rotation. Notre jet, il part. Il va commencer à ralentir un petit peu. On a la force centrifuge qui appuie, donc il va s'évaser. Sauf que la force magnétique, toroïdale en l'occurrence, va prendre le dessus. Ça va refermer en fait le jet, il va recollimater. Et ça va le faire accélérer. Et là, paf, ça ne fait pas des chocs à pic, ça fait un choc. Parce que de la même manière que quand on a un avion qui passe le mur du son, ça fait un choc. C'est exactement la même chose. Sauf que là, il faut dépasser 3 vitesses, mais bon, on ne va pas aller dans ce détail-là. Et donc ça, là, la représentation que vous avez, c'est vraiment celle que j'utilisais. Enfin, c'est moi qui l'ai faite pour des papiers, c'est les vrais. Je suis allée replonger dans ce que je faisais avant pour vous aujourd'hui. Deuxième zoom, parce qu'on l'a vu juste avant. On ne sait pas d'où partent les jets. On ne voit même pas où elle est, l'étoile. Du coup, il y a 3 théories. Soit les jets partiraient directement de l'étoile, c'est ce qu'on appelle du vent stellaire. Soit ils partiraient plutôt du disque, donc du vent de disque, ou entre les deux. C'est des éjections magnétosphériques. Pour ma part, j'ai uniquement travaillé sur les vents de disque. Donc déjà, c'est un choix. Hein. OK ? Là, on a déjà pas mal zoomé. En vrai, derrière, ça ressemble à plein d'équations comme ça. On ne va pas aller plus loin dans la physique sur ce sujet parce que moi-même, je n'y comprends plus rien. Je suis allée relire les papiers de mon tuteur de l'époque et j'ai dit « Ok, j'arrête là ». Donc en vrai, ça ressemble à ça, c'est beaucoup de modélisation. Mes data, en fait, c'est ce que vous voyez à droite, ce n'est pas les belles images que vous avez l'habitude de voir. Et l'équation que vous voyez aussi, j'ai mis 1 mois à parvenir à cette équation. Donc j'ai un challenge, enfin j'ai une revanche à faire sur cette équation. Et quand un chercheur ou une chercheuse vous dit « après un peu d'algèbre d'une étape à une autre », c'est faux. C'est faux. Sur cette ligne-là, il y a 10 pages recto-verso de calcul. Voilà, pardon, j'avais besoin. Voilà. Par contre, ce que je retiens, c'est qu'en labo d'astro, on a une manière de fonctionner qui est, moi, j'ai trouvé assez particulière, mais top. C'est que tout le monde, en fait, aide tout le monde. On travaille autant en solo qu'en équipe. D'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie en astrophysique, enfin, en tout cas dans le labo dans lequel j'étais. Par contre, tout le monde bosse beaucoup, mais on peut choisir nos horaires, et ça, c'était vachement sympa aussi. Les personnes qui aiment bien bosser le matin, elles partaient tôt l'après-midi, et il y en a d'autres qui n'aimaient pas du tout le matin, on les voyait pas émerger avant midi, par contre, ils étaient encore là à minuit, quoi. Donc il y avait ce truc-là qui était quand même vachement sympa. Bon, je vous laisse avec ça, j'ai un petit cadeau pour vous pour reposer le cerveau. En général, quand je disais que j'étais en astro, on me disait « Ouais, c'est trop bien, c'est magnifique, les belles images, etc. » En vrai, c'est rarement ça. On est surtout derrière un ordinateur. Il y a quelques personnes qui ont la chance de faire quand même de l'observation. Mais j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. J'ai fait 2 semaines à l'OHP, donc l'Observatoire de Haute-Provence. Et je me suis dit que ça vous ferait plaisir de le voir quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait plaisir quand il y a des belles images. Donc je vous laisse constater la taille du télescope par rapport aux personnes à côté. On ne regarde pas dans le télescope, hein, vous vous en doutez. On regarde, c'est la photo que vous avez au milieu. Donc il n'y a pas encore les belles couleurs que vous avez l'habitude de voir, parce qu'il y a du traitement de data derrière. Et la chance qu'on a, c'est que quand on sort de l'observatoire, on a le lever du soleil. Voilà. Parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Et on va aller traiter les datas, on ne va pas se coucher à ce moment-là. Il faut être en capacité de tenir 24 heures de suite, hein, en général. Le premier jour et le dernier jour d'une semaine d'observation, c'est 24 heures. Et il faut que le cerveau marche. Hein. Ça crée des petites tensions des fois. Mais voilà ce que ça donne derrière. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant la semaine. Alors ça, c'était juste ceux qui voulaient vraiment pas dormir, même pas 1 heure, qui se sont amusés en vrai, hein, parce qu'on venait pas pour observer ça, mais 2 jolies nébuleuses. Donc voilà, la nébuleuse de la bulle et la nébuleuse du crabe, c'est cadeau. Ok. Fin de la parenthèse, je reviens à mon histoire. Je vais enfin vous parler de DGTOB, mais aussi de la fin de l'aventure à l'IPAG. Comme je vous avais dit au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on pouvait regarder dans les longueurs d'onde du visible et qu'on pouvait rajouter l'infrarouge, eh ben, j'ai fait la même chose. Les jets que vous voyez, ils sont dans le visible et j'ai rajouté
du coup l'infrarouge, parce qu'il y a aussi un flot de matière autour. Ça, c'est l'étoile DG-TOB. En vrai, la seule jolie image, c'est celle-ci. Les vraies datas, c'est ce que vous voyez au milieu. Donc moi, je travaillais sur ces datas-là. Et l'objectif était toujours le même, de comprendre d'où vient le flot, etc. Et on a réussi à montrer des choses. On a réussi à montrer que ça tournait dans le même sens, que ça réussissait quand même à ralentir la rotation de l'étoile. Pas assez, mais déjà un petit peu. C'est déjà pas mal. Pour travailler sur ce sujet-là, j'ai changé d'équipe. Je suis allée dans l'équipe Odyssée. Et là, je vois une porte. C'est écrit JP Berger. Je vous promets, je vais voir ma tutrice. Elle me dit oui, il repart du Chili, il revient vivre en France, et à la base, il a toujours été à l'IPAG. Mais comment c'est possible? Et du coup, je me suis retrouvée dans la même équipe que Jean-Philippe Berger. Sauf que moi, c'était la fin de l'aventure. En fait, j'ai mon sujet de thèse, je peux continuer, mais je sens déjà depuis un petit moment que j'en ferai pas mon métier sur le long terme. Donc, il va bien falloir que je trouve autre chose. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, à l'école doctorale, on peut garder 1 an, en fait, notre position, et on peut revenir. Donc, dans mon souci de toujours sécuriser un peu autour, je me suis dit, je vais prendre cette année, regarder un peu autour, et puis on verra si je reviens ou pas. Mais du coup, on peut se poser la question, ça veut dire quoi suivre ses rêves? Parce que là, je l'ai atteint, ce rêve. Mais je suis partie. En fait, je pense que nos rêves, ils évoluent, ils se transforment. Et c'est génial, parce que si on arrivait à un rêve et qu'il n'y avait plus rien derrière, genre salut, bonsoir, c'est un peu dommage quand même. Donc moi, j'ai senti que mon rêve, il avait évolué. Et je suis une personne curieuse, vous l'avez remarqué. J'ai vu qu'en face de mon labo, il y avait un immense bâtiment rouge. Je savais pas ce que c'était, donc je suis allée voir, et c'était l'IAE de Grenoble. Et ils ont un master qui a l'air sympa. Il y a plus de 100 candidatures, ils prennent 10 personnes. Bon, je tente, et je suis prise. Là, je vais partir, donc je repars sur le début d'un master en innovation. C'est lunaire pour moi. Ça fait des années que je fais des calculs, j'arrive, on me dit « Tiens, prends des jouets pour enfants et fais un prototype ». Donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait, j'étais ravie. Je me suis dit « Mais où je suis tombée ?» Sauf qu'en fait, j'ai découvert le design thinking, j'ai découvert la facilitation d'atelier. Et de fil en aiguille, je suis jamais retournée en astro. J'ai continué, je suis devenue coach agile, parce que j'ai découvert ce métier-là, j'ai trouvé ça génial. Après, j'ai découvert le coaching pro, du coup, j'ai fait un 3e master. Je veux plus entendre le mot mémoire, donc j'en ferai plus. Et puis, j'ai ajouté un petit peu décor, de l'expertise en engagement salarié, etc. Mais j'ai jamais perdu le lien avec les étoiles. C'est pour ça que je suis contente de donner cette conf aujourd'hui. Et j'ai même créé un petit podcast qui s'appelle Pouvoir d'étoiles, donc je garde toujours. Dans toutes mes confs, il y a toujours une petite étoile quelque part. Du coup, je vous ai partagé un peu ce rêve qui s'est transformé, je vous dirai après comment il s'est transformé. Et j'ai envie de vous poser la question à vous. C'est quoi vos rêves aujourd'hui? C'est quoi que vous avez envie de faire qui vous drive un peu? Du coup, si quelques personnes ont envie de partager, vous pouvez les noter. Il y a un peu de l'attention en outil quand même. Bon, les bières, c'est après. Mais c'est bien comme rêve aussi, je juge aucun rêve. Il y a manger des chips, mais c'est très bien comme rêve aussi, manger des chips. Pour comprendre ces équations, je vois, c'est écrit, il y a une personne qui a fait la thèse à ma place, du coup, elle est disponible. Si vous cherchez DG-TOB avec justement les flots moléculaires, vous allez la voir. Ok. Pour terminer, je vais vous dire comment mon rêve s'est transformé et comment je le vis aujourd'hui. Parce que je suis en train de le vivre avec vous. J'ai un nouveau rêve qui est né en 2019. Quand j'ai donné des conférences, les premières, je me suis dit, ok, j'ai envie de devenir conférencière professionnelle maintenant, parce que ça me plaît trop. Et comme tout rêve, quand il a démarré, franchement, c'était pas glorieux. J'ai eu pas mal de fails. Je me suis fait refuser à plein d'endroits. Et notamment, la première conf où j'ai été acceptée en event, c'était pendant le Covid, en distanciel. L'outil, il a craché juste pour ma conf. Sauf qu'il fallait juste refaire, quoi. Et tout le monde m'appelait sur mon téléphone, sauf que moi, je faisais ma conf, donc je regarde pas. Pendant 20 minutes dans le vide, ils avaient plus de speakeuse. Yes. Voilà. Et notamment, le premier en présentiel, comme vous pouvez constater, la salle, elle est quand même pas très, très remplie. Mais ça, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, je le vis avec vous. J'ai pu donner ma première keynote l'année dernière. J'ai donné un TEDx et j'en redonne un le mois prochain. Et les salles,
Regardez, elles ont changé et c'est génial. Maintenant, je peux vendre mes conférences, enfin, je suis trop contente, j'ai envie que ça prenne plein de place, il n'est pas fini ce rêve. Parce que justement, je pense que le rêve, il est infini. J'étais obligée de vous mettre quand même quelque chose de Disney. Donc le rêve est infini, l'imagination n'a pas d'âge, et les rêves sont éternels. Allez, pour conclure, récapitulons, parce que j'espère que ça vous a donné un petit peu envie de réaliser vos propres rêves. Alors c'est quoi les bons ingrédients? Je pense que le premier, c'est déjà de partir de ce qui nous fait rêver, déjà le détecter, l'accepter et d'y croire. Même si les autres n'y croient pas pour nous. Nous, on peut y croire. Je pense que c'est le premier point. Le deuxième, je pense que c'est définir des grandes étapes, même si c'est pas ultra précis. Et on peut sécuriser si besoin autour. On n'est pas obligé de tout lâcher ou de se mettre dans une situation qui est inconfortable. On peut trouver des alternatives. Ensuite, parfois on doit prendre des décisions difficiles ou faire des choses qui nous font peur. Ça fait un peu partie du jeu. Comme la première fois que j'ai donné une cours, j'avais peur. Là aussi, j'avais peur d'ailleurs. Célébrer les victoires, parce que, je sais pas, je me souviens de la première fois que j'ai vendu une conférence, la première fois que je suis intervenue en entreprise. Tout ça, c'est plein de petites victoires. Et au final, les laisser se transformer. Ils peuvent se transformer, ils peuvent créer plein de choses. Mais attendez, vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose là? Dans le récap, il n'y a pas un truc qui était fondamental dans l'histoire? Voire une personne qui était fondamentale dans l'histoire? Ouais. Et bien sachez que je l'ai recontacté et qu'il a accepté d'être représenté dans cette conférence. J'ai recontacté Jean-Philippe Berger, donc c'est grâce à lui ou à cause de lui, je ne sais pas. Il est là, il se souvenait de moi, parce que je pense qu'un point fondamental, c'est de s'ouvrir aux rencontres. Parfois, on a des rencontres, ça peut changer des choses. Moi, ça a littéralement changé mon parcours professionnel, donc voire même mon parcours de vie, pendant quand même pas mal d'années. Et parfois, on peut aussi se dire que cette rencontre, elle est que dans un sens. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que ça peut faire de parler à une gamine qui a 12 ans? Eh ben, en discutant, justement, là, il y a quelques semaines, il m'a dit qu'il maintenant, il s'était investi justement pour qu'il y ait plus d'égalité hommes-femmes, mais aussi plus d'inclusion dans l'astrophysique, dans le labo, mais aussi à l'international. Il intervient toujours en collège et en lycée, et il m'a dit que j'étais l'exemple qu'il donnait pour donner envie aux filles d'aller dans les filières scientifiques. Donc comme quoi, ça peut avoir de l'impact aussi dans l'autre sens. Pour finir, j'espère qu'en vous ayant partagé cette histoire, ça vous a donné un peu d'énergie et un peu l'envie de réaliser vos rêves à vous. Parce que j'oublie pas une chose. Quand une étoile meurt, elle provoque la naissance d'autres étoiles. Alors, c'est juste une étape pour faire naître et grandir d'autres rêves. Merci.